matinale Tocsin, 7h30, 9h30, à la volée. Et oui, alors après plus de 50 ans à la tête du Forum économique mondial de Davos, Klaus Schwab tourne la page. Le fondateur de ce rendez-vous incontournable des élites politiques a annoncé son retrait officiel en avril 2025. À 88 ans, Klaus Schwab laisse derrière lui un héritage pour le moins, on le sait, controversé. Alors sa succession sera assurée par Peter Brabeck-Letmathe, ancien PDG de Nestlé et qui n'est pas étranger à un certain Emmanuel Macron. Et pour en parler, nous invitons donc Monsieur Marc-Gabriel Draghi, juriste spécialisé dans l'histoire du droit, auteur dernièrement de Grand Reset en marche 2020 en 1 du Nouvel Ordre Mondial aux éditions K-Éditions. Monsieur Draghi, bonjour. Bonjour. Alors pour commencer notre entretien, je voudrais vous faire rebondir sur cette formule qui est rentrée maintenant un petit peu dans le langage de tous, c'est celle du Grand Reset. Alors le Grand Reset promis par Klaus Schwab a-t-il finalement eu lieu ? Alors partiellement, la grande réinitialisation, pour parler un bon français, Oui. et éviter ce fameux terme du Great Reset. On est d'accord. La grande réinitialisation en réalité est en échec partiel. Et comme je le dis souvent, c'était une proclamation de la mise en œuvre du programme politique du Forum économique mondial qui est aussi porté par les Nations Unies, donc l'agenda 2030. Et en réalité, la mise en œuvre de la 4e révolution industrielle, il y avait un agenda politique composé de plusieurs volets et un aboutissement qui devait aller jusqu'à 2030, mais en fait alors on va pas rentrer dans les détails, mais il y a plusieurs volets qui sont complètement à l'arrêt et notamment qui ont été déclassés suite à l'avènement et à l'élection de Donald Trump, puisque il y a eu une recomposition de l'ordre géopolitique international. Et surtout, derrière l'idée de la grande réinitialisation, il y avait l'instauration de plusieurs outils technologiques et aussi politiques, notamment le Green Pass, l'identité numérique et les fameuses monnaies numériques de banque centrale, qui devaient, qui devaient être instaurées, être accélérées dans plusieurs pays, qui sont quand même à l'arrêt, alors qu'ils ne sont pas du tout abandonnés. Mais on voit qu'il y a eu un frein assez important sur la mise en œuvre de la grande réinitialisation. Et le départ de Klaus Schwab est aussi symbolique dans cet échec partiel. Voilà. On a vu qu'il est quand même remplacé par l'ancien patron de Nestlé qui a eu des liens avec Emmanuel Macron. Ils se sont connus pendant un temps et ça remonte même quasiment à la commission Attali en 2016. Qu'est-ce qu'on sait sur ce monsieur qui, d'ailleurs, il y a un extrait qui devient maintenant viral sur les réseaux, nous parle de marchandiser jusqu'à l'eau. Voilà. Pour lui, tout doit être marchandise. Alors, le Peter Brabeck-Letmathe est dans la même veine que Klaus Schwab. Il faut rappeler quand même que le départ de Klaus Schwab se situe dans un contexte de crise de Davos. Il y a eu la mort de Kissinger, qui était son mentor à la fin de l'année 2023. Il y a eu un Davos qui était en crise, puisqu'en fait, la grande bascule, c'est-à-dire l'étape 2 de la grande réinitialisation, n'a jamais eu lieu. On devait passer de la pandémie à la Grande Guerre. En 2022, il n'y a pas eu d'adhésion massive de la part des opinions publiques occidentales, surtout occidentales, à ce narratif de Grande Guerre. Et en fait, Schwab a été de plus en plus menacé, en tout cas contesté en interne, puisqu'il a pris trop la lumière à l'occasion justement du livre The Great Reset, et il avait même été attaqué pour qu'on s'en souvienne l'année dernière par le Wall Street Journal, où on le qualifiait de harceleur et de personnes qui ne prenaient pas assez en compte les critères woke d'inclusivité, notamment pour les femmes et les personnes racisées. Donc en fait, Schwab avait déjà annoncé son départ, mais a priori il aurait dû être progressif. Il était parti de l'exécutif l'année dernière, en avril 2024. Il avait annoncé encore il y a quelques jours, quelques semaines, qu'il partirait pour 2027 de manière définitive. Et là, il a annoncé sa démission immédiate sans explication. Donc ça pose quand même des questions. Et il est remplacé par ce fameux Peter Brabeck, ex-PDG de Nestlé, qui est en effet bien connu d'Emmanuel Macron, Macron était rapporteur de la commission Attali en 2007 et ils se sont rencontrés là-bas. Et il y a aussi, Peter Brabeck est une personnalité importante pour Emmanuel Macron,
Pourquoi? Puisque c'est la personnalité qui lui a permis d'être millionnaire lorsqu'Emmanuel Macron a piloté le fameux deal Pfizer-Nestlé ou Nestlé-Pfizer, c'est-à-dire quand Nestlé a racheté la branche du lait infantile de Pfizer. Donc, c'était un deal à 9 milliards d'euros et c'est Peter Brabeck qui l'a recommandé, enfin, qui a poussé pour que ça soit Emmanuel Macron, qui était un tout jeune banquier d'affaires associé gérant chez Rothschild, pour que Macron pilote ce genre de deal, alors que dans son parcours assez récent de banquier d'affaires, normalement, il n'aurait pas dû piloter un tel deal. Et c'est ce qui lui a permis d'être millionnaire. Et je le rappelle, puisque vous m'en donnez l'opportunité, Macron, il y a des questions qui se posent sur sa rémunération, puisque sur un deal à 9 milliards d'euros, il aurait dû toucher plusieurs dizaines de millions d'euros, voire plus. Et dans ces communications qui ont été faites à la haute autorité pour la transparence de la vie publique, on pense qu'il y a des sommes qui ont été minorées, voire pas du tout déclarées. Donc, ce Peter Brabeck est important pour nous, Français, en tout cas pour notre président, puisqu'il a joué un rôle très, très significatif dans la montée en puissance d'Emmanuel Macron, puisqu'une autonomie relative, mais financière, quand on est un homme politique, ça peut jouer, notamment quand on souhaite se présenter à une élection. Donc Peter Brabeck, il est un peu quand même dans la ligne de Klaus Schwab, puisqu'il est autrichien, il a fait des études en économie et il est rentré chez Nestlé assez tôt dans les années 80 en tant que vendeur de glace. Il a fait une grande partie de sa carrière en Amérique du Sud, notamment au Chili, en Équateur et au Venezuela. Et il est devenu PDG de Nestlé au milieu des années 90. Et il a quitté le conseil d'administration de Nestlé, en tout cas l'exécutif, au milieu de la fin des années 2010. Et c'est un personnage qui ressemble beaucoup à Klaus Schwab. Je crois que vous l'avez rappelé, mais c'est le président par intérim. Il a été nommé président par intérim. Donc, il n'est pas certain qu'il reste très, très longtemps. C'est un personnage qui a 80 ans. Klaus Schwab a pris sa retraite, entre guillemets, à 87, bientôt 88. Donc, je pense qu'on n'aura pas un Peter Brabeck très longtemps à la tête du Forum économique mondial. Et en effet, ses positions sur l'eau sont à la fois ambivalentes parce qu'il a dit tout et son contraire. Mais quand on est un ex-PDG de Nestlé, évidemment, on n'est pas forcément pour un accès public et gratuit à l'eau, c'est sûr. Ça interroge un petit peu ces liens avec Emmanuel Macron sur le rôle que peut jouer la France par rapport à ces influences, on va dire, d'élite mondiale, quand on sait effectivement que Donald Trump, lui, veut reculer sur ce point et souhaite se retirer un peu de ces sphères à tendance, on va dire, globaliste. Quel rôle la France va jouer? Emmanuel Macron va-t-il prendre cette place justement de société à la pointe de ces critères mondialistes? Alors Emmanuel Macron, très bonne question. Emmanuel Macron, pour moi, est déjà à la pointe depuis longtemps. C'est un Young Global Leader, donc c'était un des symboles de la réussite du programme de recrutement des leaders mondiaux opéré par le Forum économique mondial. Là, on le voit, le Forum économique mondial est en crise depuis 2022-2023. Le discours de Trump, qui avait justement été introduit par Klaus Schwab d'une manière un peu étrange, parce qu'on voyait que Klaus Schwab n'était pas forcément ravi d'accueillir à nouveau le président Trump et de l'introduire dans ce contexte de recomposition de l'ordre mondial. Mais il est clair que Macron est le champion de l'ancienne version, je vais le dire comme ça, de l'ancienne version du mondialisme. Alors, on peut actuellement parler d'euromondialisme parce que sur tous les grands thèmes, l'Union européenne, vous en avez parlé avant, mais notamment sur l'énergie, sur la géopolitique de la guerre, même si on est derrière la Grande-Bretagne, on est encore dans l'hystérie belliciste, ce que ne font plus les États-Unis sur la question ukrainienne. Sur l'ensemble des grands points, l'Union européenne a conservé un positionnement davosien, intégralement davosien. Après, il faut nuancer sur la crise du Forum économique mondial et sur la montée en puissance, par exemple, d'un leader de l'Europe comme pourrait l'être Emmanuel Macron, parce qu'en fait, on voit que le Forum économique mondial est une plateforme.
Le départ de Schwab n'est pas du tout anodin. Évidemment, il a 87, il va sur 88 ans. Et contrairement aux dirigeants, à ce que disent les dirigeants du Forum économique mondial, ce ne sont pas des homo deus, c'est-à-dire des hommes-dieux. Au bout Oui. d'un moment, l'âge les rattrape et il faut évidemment passer la retraite. Ils ne sont pas immortels. Donc, il y a aussi une réflexion qui est entamée sur le futur, le devenir du Forum économique mondial et un repositionnement sur les grandes questions technologiques, je vous l'ai dit en introduction, notamment sur la 4e révolution industrielle. Souvenons-nous que le thème était l'intelligence artificielle. Et en fait, l'intelligence artificielle, c'est la 2e colonne vertébrale du Forum économique mondial, à côté de l'agenda vert. Et comme l'agenda vert est fortement attaqué, notamment par les politiques du président Trump, on voit que le Forum économique mondial essaye de se réorienter sur des questions plus techniques. Et d'ailleurs, une société comme Palantir, qui est une société de la tech comme Palantir, qui est adossé, on va dire, qui a soutenu Donald Trump, et aussi une composante importante, un exécutant du Forum économique mondial. Et on voit qu'il y a une réorientation stratégique. Et la figure de Peter Brabeck, qui est quand même une figure plus conciliante et qui représente totalement le stakeholder capitalisme, c'est-à-dire le capitalisme des parties prenantes porté par Klaus Schwab, c'est aussi une figure qui vise à concilier l'ancienne vision euromondialiste et la nouvelle vision avec l'émergence de grands blocs et donc de grands blocs politiques, notamment avec le projet Make America Great Again. Donc le Forum économique mondial est en fait en train de se restructurer et de se recentrer sur ces thématiques importantes. Et les thématiques techniques avant les volets politiques. Et les thématiques techniques, c'est comme je l'ai dit en introduction, c'est la mise en œuvre de la 4e révolution industrielle, qui est en fait, pour synthétiser, la fusion des identités biologiques et des identités numériques. Donc en fait, on voit qu'il va y avoir une ouverture un peu plus importante vers des leaders qu'on pourrait qualifier de populistes. C'est pour ça que Javier Milei, qui a fait deux discours remarqués à Davos, va continuer à être invité. Il l'avait déjà été avant d'être président de l'Argentine, mais aussi un président comme Trump, puisque Davos ne veut pas perdre, on va dire, son poids de leadership au niveau de la plateforme où l'ensemble des acteurs mondiaux se rencontrent. Et c'est pas parce que Peter Brabeck arrive et que c'est une figure un peu plus conciliante que Klaus Schwab, Schwab était contesté à l'interne, que le Forum économique mondial va être déclassé. Attention, en fait, on assiste à une restructuration de cette plateforme. Oui, vous avez l'air de dire finalement que on ne renonce pas à la mondialisation, on la remodèle. Ce serait une mondialisation de différents blocs. C'est ça, c'est une adaptation en fait. Oui. Il y a eu Trump n'est pas la victoire des peuples contre l'hyperclasse, c'est plus une partie de l'hyperclasse productiviste américaine qui a décidé de ne pas souscrire à la liquidation complète des États-Unis. On parle de la tech, mais il y a beaucoup d'acteurs, de grands acteurs privés qui se sont mis derrière Donald Trump, ce qui n'était pas le cas lors de son premier mandat. On l'a vu avec Bezos, Zuckerberg ou même Musk, parce que Musk en fait s'est rallié à Donald Trump après la pandémie. Il y a beaucoup d'acteurs qui se sont mis derrière Donald Trump puisqu'ils ont vu en lui un homme politique qui a la capacité de capter la défiance populaire aux États-Unis évidemment et à restructurer un modèle politique qui favorise, on va dire, les grands acteurs productivistes, ce qui n'était pas forcément le cas de tous les de toutes les entités qui soutenaient Biden, notamment la grande finance. On voit que là, Donald Trump privilégie le secteur de la tech et une partie du complexe militaro-industriel en défaveur pour l'instant de Wall Street, même si tout n'est pas homogène. Et en fait, là, le Forum économique mondial, il y a aussi cette stratégie qui est mise en place. Il y a évidemment les BRICS et la structuration de certaines puissances qui est en train de monter. Donc le Forum économique mondial compose avec la nouvelle réalité politique qui est en fait une demande
une demande de la part des populations d'un interventionnisme politique plus important et aussi de mettre fin à une hystérie de certains agendas qui sont l'agenda woke et vert. Donc le Forum économique mondial s'adapte et se concentre sur la technologie. Vous dites que on a en quelque sorte évité, on a poussé pour éviter la guerre, mais finalement, quand on prend à l'échelle européenne, on nous parle sans arrêt d'économie de guerre, de conditions de guerre. On nous conditionne quand même à cette situation. Est-ce qu'il n'y a pas une volonté malgré tout, même si on n'y est pas, on va dire factuellement, même si on l'est quand même avec l'Ukraine, on essaye de nous l'ancrer dans l'esprit, cette situation de guerre, pour provoquer justement ce dont vous parlez? Pour provoquer la grande bascule, évidemment, l'euro numérique notamment. L'Union européenne a conservé le positionnement intégralement davosien, c'est-à-dire avec l'ensemble des narratifs. Et le but de la guerre en Ukraine, je l'ai déjà dit notamment chez vous l'été dernier, le but de la guerre en Ukraine, c'est la liquidation de l'Europe en tant que grand acteur du monde occidental. Et en fait, c'est de pousser vers la grande bascule fédérale. L'un de vos invités précédents a évoqué le rapport Draghi. En réalité, il y a une poussée vers la fédéralisation de l'Europe qui sera en définitive la mort des nations européennes et la mort du continent européen en tant que grand acteur global. Le fameux il faut rester ensemble, unis pour être plus fort, on nous le sert depuis 40 ans et en fait, nous sommes de moins en moins forts. Ce climat belliciste, d'hystérie belliciste, de grande guerre, vise en fait à imposer un agenda politique aux populations. On le voit bien avec les déclarations grandiloquentes d'Emmanuel Macron, mais sur les moyens réels, l'Europe n'a pas les moyens de faire la guerre. Je dis bien de faire la guerre, de soutenir et de déverser des milliards sur un État proxy comme l'Ukraine, ça, il n'y a pas de souci, mais de faire réellement la guerre avec et développer son armée, de toute manière, il faudra 10 ans. Il y a un agenda politique, des éléments de langage qui sont déployés, mais qui ne sont pas une réalité concrète de déploiement militaire, même s'il y a une possibilité éventuelle de conscription qui est lancée avec la loi de programmation militaire. En fait, l'Union européenne, là, est en train d'élaborer un grand récit belliciste. Nous devons devenir l'Europe puissante et l'Europe souveraine, mais en réalité, derrière, c'est un agenda qui vise à liquider toutes les nations européennes au profit d'une structure fédérale qui ne nous rendra pas plus forts. Et d'ailleurs, je vais peut-être conclure avec ça, mais le projet du Forum économique mondial sur l'Union européenne, c'est de faire de l'Europe un sous-continent d'un espace plus vaste qui s'appelle l'EMEA, qui s'appelle un grand continent qui s'appelle Europe, Middle East, Africa, c'est-à-dire Europe, Moyen-Orient et l'Afrique, et la plateforme centrale serait Israël. Donc en fait, le projet du Forum économique mondial, c'est entre guillemets, de transgresser, de violer les frontières européennes, de faire disparaître les nations européennes pour nous envelopper dans un ensemble beaucoup plus grand qui restructurerait justement le nouvel ordre mondial qui est en recomposition et qui se situerait en fait entre le grand bloc asiatique et le bloc atlantique américain. On est dans cette phase qui, a priori, se terminerait vers 2030. Nous allons conclure cette intervention et j'aimerais simplement recentrer sur la France notre sujet. Qu'est-ce qu'on peut espérer éventuellement peut-être un réveil, un sursaut à la manière des Américains avec le retour d'un leader, on va dire populiste, populaire, qui sera un peu plus patriotique. Est-ce on est en droit de penser d'avoir ce genre d'hypothèse en France, où on est déjà beaucoup trop ancré dans cette Union européenne? Non, on est en droit d'espérer le meilleur. Il ne faut jamais tuer l'espoir. Et il faut dire aussi que le Forum économique mondial et Schwab, notamment, est parti à cause d'un de ses échecs, un des échecs de l'hyperclasse, qui est le dernier livre de Klaus Schwab s'appelait The Great Narrative, le grand récit. En fait, c'était écrit en 2022, c'était une volonté de dire il faut reprendre en main l'information, recontrôler l'information. Donc, on a eu le Digital Service Act. Et en fait, actuellement, l'hyperclasse est en crise aussi parce qu'il n'y a pas eu de capacité de reprendre en main la totalité des narratifs.
et notamment les médias, les médias comme le vôtre, les médias alternatifs, vous êtes en ce moment actuellement moteur, évidemment sur une partie réduite du spectre de l'opinion publique, mais c'est vous qui lancez les grandes idées et les grands combats politiques. Donc non, là à l'horizon 2030, on a une capacité, en tout cas on a une fenêtre qui est ouverte. À nous de l'ouvrir en grand et pourquoi pas même ouvrir la porte. Il y a une possibilité politique que l'Union européenne s'effondre si l'hyperclasse et l'Union européenne notamment n'arrivent pas à verrouiller totalement le contrôle de l'information. C'est un système qui peut s'effondrer assez rapidement et donc les nations pourraient redevenir libres entre guillemets et un leader plus favorable aux classes populaires et aux nations, notamment en France, pourrait émerger. Surtout qu'il y a une crise politique, je vous apprends rien, oui. Qui existe en France et on a un gouvernement qui est incapable de gouverner et même de passer des projets de loi. Donc non, l'avenir est à l'espoir. Et justement, la nomination de Peter Brabeck à la place de Klaus Schwab, même s'il y a la variante de l'âge évidemment, c'est aussi un bon signe qui est adressé au peuple, même si c'est de manière involontaire. Ça veut dire que c'est l'hyperclasse qui est en crise et on pourra bénéficier à terme de cette crise de l'hyperclasse et du Forum économique mondial. Pourquoi pas en Europe et ne pas se laisser liquider. Il faut garder espoir. Et nous sommes en 2025, donc à mi-mandat de l'agenda 2030. Et il y a beaucoup de facteurs qui doivent nous permettre d'être optimistes. Nous n'avons pas encore les monnaies numériques de banque centrale. L'identité numérique portée par l'Union européenne n'a pas encore été adoptée intégralement. Et le Green Pass a été suspendu et est devenu caduc, le fameux pass sanitaire. Donc on a des batailles qui ont été gagnées et il faut absolument garder espoir. Et le départ de Schwab peut résonner comme aussi une victoire dans cette bataille contre le mondialisme. Merci pour cette parole pleine d'optimisme et ce beau message d'espoir et de saluer également le travail de Tocsin, média alternatif qui fait le boulot. Merci beaucoup Marc-Gabriel Drahi. Je rappelle que vous êtes juriste spécialisé dans l'histoire du droit, auteur dernièrement de Grand Reset, la grande réinitialisation en marche 2020 en 1 du nouvel ordre mondial aux éditions K-Édition. Merci. Merci. Chers amis, n'oubliez pas de vous abonner à la Gazette du Tocsin sur tocsin-media.fr/gazette. Vous savez, tous les jours, Valentin vous écrit dans votre boîte mail, vous recevez le meilleur de la matinale. C'est un courriel, donc impossible à censurer par le système. C'est condensé, c'est fait pour ceux qui n'ont pas le temps ou qui préfèrent lire, tout simplement. C'est aussi une version courriel qui peut être partagée. C'est spécialement conçu pour être transféré en un clic. Bref, c'est la version efficace pour pouvoir diffuser au mieux nos idées et les véritables informations. Pour recevoir gratuitement la Gazette tous les soirs, inscrivez-vous donc tout de suite sur tocsin-media.fr/gazette, tocsin-media.fr/gazette. À bientôt.